Salzane, voilà, ça c'est la cathédrale de Salzane. Donc de là, vous êtes rentré en Toscane. Voilà, c'est là où vraiment on rejoint le chemin, la Via Francigena originelle, et à partir de là, on a voilà, à partir de là, on ne peut plus se tromper. Donc il y a des flèches. Oui, c'est très bien indiqué. Le parcours est entretenu aussi dans les endroits où c'est vraiment forêt et oui. tout. On ne peut pas se tromper de voie de route. Alors, il est entretenu, il est balisé. Il y a juste une seule étape où, d'ailleurs, je l'ai dit dans un podcast que j'ai fait le soir, je trouvais ça assez étonnant que pour un chemin historique, il puisse y avoir 3 voies différentes. Et elles sont pas différenciées. Donc, j'ai pris un chemin qui me semblait être le bon. Et au bout de 4 heures, j'avais fait seulement 10 km. Parce qu'en fait, ils nous ont balancé dans les... les dirigeants, ou les personnes qui ont balisé le chemin, nous ont promenés dans les campagnes. Et ce qui fait que ce jour-là, ça a fait quelques kilomètres de plus à parcourir. Ça, je pense que c'est pas très respectueux du pèlerin, parce que 5 km en voiture, c'est 5 minutes. Et 5 km à pied, c'est 1h15. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Saint-Jacques de Compostelle, c'est très connu, et il y a beaucoup moins de gens qui parcourent ce chemin? Il y a une motivation? Alors, le chemin de Saint-Jacques, c'est plus de 200 000 personnes qui parcourent les 100 derniers kilomètres chaque année. La Via Francigena, les statistiques il y a 4 ou 5 ans disent qu'il y a 900 personnes qui parcourent les 100 derniers kilomètres. Parce que quand on arrive au Vatican et qu'on présente sa crédentiale, on reçoit une renommée et eux répertorient les personnes qui sont arrivées, et il y a vraiment très peu de gens qui le font. Mais la motivation, ça n'existe pas, c'est peut-être une plus connue que l'autre, plus... Alors, une a été redécouverte beaucoup plus précocement que l'autre. Donc le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, maintenant ça fait au moins 30 ans que c'est redevenu un peu, on va dire, à la mode, tandis que la Via Francigena, elle a été redécouverte en 1995, et les premiers pèlerins qui la parcourent vraiment, je pense que c'est maintenant. C'est plus vierge, c'est plus... Là, Voilà. on commence à rentrer donc, dans les photos de la nature. Voilà, exactement. On va regarder avec vous la Parca Maiore, et donc elle est magnifique, celle-là, cette église. Ça, c'est la cathédrale de Lucca. Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur de ces églises historiques, parce qu'elles sont tous très anciennes, une sensibilité spirituelle, les gens que vous avez rencontrés, beaucoup de gens, pas beaucoup de gens? Alors, dans les églises, donc moi j'y suis rentré à peu près tous les jours, effectivement, on peut considérer que c'est le désert. C'est très surprenant. Moi je pensais qu'en Italie, il restait encore une ferveur religieuse. J'ai rencontré pratiquement jamais personne dans les églises. À part le dimanche, pour la messe. Mais même le dimanche à la messe, un jour je me suis arrêté et il y avait 3 personnes qui suivaient la messe. Donc vous étiez où? Vous vous souvenez? C'était au moment où j'allais passer à la Lazio, et c'était, on va dire, à 150 km de l'arrivée. Et là, on est en Toscane, donc? Oui, là on est en Toscane. Je vois des vignobles. On est en direction de Alto Passio. Voilà, ça commence la forêt et le chemin style Moyen-Âge, voilà, exactement. Encore plus ancien, on peut dire. Donc là, voilà, il y a aussi des gens qui parcourent ce chemin pour s'échauffer avant de partir à Jérusalem. Parce qu'on rencontre des gens qui font, pas cette fois-ci, mais quand j'avais fait Saint-Jacques, il y a des gens qui font Saint-Jacques-Rome, Rome-Jérusalem. Et combien de kilomètres? Ça doit faire à peu près 6000 km. Donc là, ils partent pour, on va dire, une petite année. Parce qu'on ne peut pas marcher. Là, dans mon cas, j'ai marché entre 30 et 40 km tous les jours. Si vous faites un parcours de 6000 km, vous êtes obligé par moment de faire des pauses. Parce que... Pour le physique, récupérer. Oui, parce que la fatigue s'installe au bout d'un moment. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Jérusalem à pied dans ces temps où passer dans certains États et territoires, c'est un peu dangereux? Alors je pense que pour le moment, il ne doit plus y avoir grand monde qui le fasse. Effectivement, c'est plutôt risqué.
Et là, c'est une église plutôt moderne. Alors, là, en fait, ce qu'on voit au loin, c'est San Miniato. Ça, c'est la deuxième fois où j'ai dû renoncer. Il a plu pendant au moins 4 heures avant que j'arrête. Et il me restait encore une quinzaine de kilomètres à faire. Et en parcourant toute cette partie ancienne, nature et tout, les gens, quand ils vous rencontraient, ils étaient sympathiques, ils vous demandaient qu'est-ce que vous étiez en train de faire, d'aller vous étiez un touriste comme les autres. Alors, j'ai été arrêté par plusieurs personnes, soit qui avaient déjà fait Saint-Jacques, soit qui partaient qui me demandaient des conseils pour le faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Sinon, l'accueil par les hôteliers a toujours été chaleureux, parce que c'est vrai que c'est une démarche un peu particulière. Et ils ont toujours été intéressés. Et on peut dire qu'en Italie, les gens sont très sympathiques. Vous êtes arrivé, donc combien de jours vous avez employé pour arriver? Vous êtes parti ici, c'était le 10 mai? Le 14 mai. Le 14 mai, et vous êtes... Je suis arrivé, non, le 14 avril. 14 avril, le 15 avril, le week-end de Pâques, et je suis arrivé là-bas à Rome le 9 mai. Donc, dans les temps, c'était qu'est-ce que vous avez imaginé? Votre physique a supporté les marches de tous ces kilomètres? Vous avez eu des problèmes de dos ou tout s'est bien passé? Le dos a très bien tenu. Initialement, je comptais faire le chemin en 4 semaines, et j'ai fait une demande d'audience au pape, et cette audience a été acceptée, et donc je devais arriver 2 jours plus tôt que sur le programme initialement prévu, ce qui fait qu'à la fin... C'était à cause du temps surtout? Non, c'est-à-dire que je n'aurais pas pris de retard si j'étais allé si je n'étais pas allé à l'audience du pape, donc je serais arrivé le vendredi. Mais l'audience papale, on ne peut pas vraiment la déplacer, donc c'était le mercredi ou rien, et donc j'ai décidé d'arrêter 2 jours avant la fin. Et là, nous sommes où dans cette belle forêt? Là, nous sommes, je pense, après San Gimignano. Donc ce style de monument, on en rencontre, ce sont des vieilles fontaines médiévales. Voilà, ça c'est vraiment typique des chemins de la Toscane. Le sud de la Toscane est particulièrement joli, puisque c'est là-bas que les peintres de l'école de Sienne ont représenté tous les paysages qu'on connaît. Donc, vous avez dit que vous avez fait Saint-Jacques de Compostela, vous avez fait la Via Francigena. À Jérusalem, c'est mieux de ne pas aller pour le moment. Est-ce que vous avez envie de continuer à faire autre chose? Il y en a encore des autres à faire. Alors, au moins en Europe. Il existe d'autres chemins, comme le chemin de Saint-François, parce que bon, ça fait 2 fois que je fais des chemins d'un mois, et là pour le moment, je pense que je vais faire une petite pause. Parce que bon, ça demande de consacrer toutes ses vacances à ça, et donc effectivement le chemin de Saint-François c'est en Ombrie, ça se fait en une quinzaine de jours, et ça c'est quelque chose que j'envisage de faire dans les années à venir, ou reprendre des petits morceaux du chemin de Saint-Jacques en France, en Corrèze. Là nous sommes où? Là nous sommes à Monteriggioni. Ah ok. Alors, le patrimoine historique de l'Italie est extrêmement bien conservé. Les villages sont dans des états incroyables. C'est assez impressionnant de voir que rien n'a été détruit. Il y a des petits villages du XIIe siècle qui sont intacts. C'est très très agréable. Qu'est-ce que c'est qui vous a plu le plus dans la partie, disons, historique? Dans la partie historique, bon, ben voilà, par exemple, une ville comme Sienne, ça c'est un joyau, il n'y a pas d'autre mot. San Gimignano aussi, c'est très très joli. Et toute cette partie de l'Italie, en fait, a grandi au même moment, ça peut pas, au XIIe siècle. Moi, je suis un amateur de vieilles pierres, et c'est vrai que c'est épuré, c'est Ça, c'était pas seulement un voyage, disons, d'images, de nature, d'histoire, mais c'est aussi un voyage spirituel, avec vous-même. Parce qu'à la fin, quand on se retrouve au milieu de la nature, isolé, sans rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que, spirituellement, je ne parle pas seulement en sens religieux, mais qu'est-ce qui vous a apporté tout ce chemin pour vous-même, à l'intérieur de vous-même?
changement. Effectivement, j'ai lu un passage qui disait je suis parti randonneur et je suis rentré pèlerin. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise, c'est que on part un peu comme si on avait fait une promenade dans un premier temps, et puis petit à petit, avec la durée, on commence à rentrer en soi. C'est une forme d'introspection. Et dans ces moments, on peut avoir des moments très joyeux, des moments plus malheureux, on a des moments où on se juge par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et c'est vrai que plus le trajet est long, et plus vous rentrez en vous. Bon, ça ne dure pas non plus un mois, on n'est pas là pour faire un chemin de croix, mais il y a pendant, les 2 fois où je l'ai fait, une période de 4-5 jours où on fait un peu le ménage à l'intérieur de soi. Et donc tout ça vous apporte des changements dans votre vie quotidienne, dans vos choix, vous avez pris des décisions différentes, ou en effet, une fois rentré à la maison, à la vie quotidienne, le travail et tout, c'est comme si on abandonnait ce côté. Alors, le retour à la vie civile, c'est compliqué. En tout cas, la première fois, ça a été très difficile. Parce que, en faisant un pèlerinage, on se rapproche de certaines valeurs qu'on ne retrouve pas forcément dans la société au quotidien. Et c'est aussi une période, quand on rentre, où on fait un peu le ménage. On fait le ménage dans sa vie par rapport à justement ce qu'on a un peu découvert de soi pour se remettre en adéquation avec qui on est vraiment. Ça aussi, ce sont des périodes qui ne sont pas forcément très agréables en rentrant, mais il y a des choses qui sont nécessaires de faire. Oui, parce que sinon, on pourrait traîner. Des fois, on traîne toute la vie avec des choses qu'il fallait éliminer ou changer. Oui, le cheminement, ça nous amène aussi au courage, parce que bon, marcher comme ça, on se rapproche de valeurs comme le courage. Et c'est vrai que dans la vie, parfois, il faut être courageux, prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles. Là, nous sommes où? Alors là, nous sommes dans un petit village dont je ne me souviens pas le nom. Ça, c'est dans la vallée d'Orsia. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. On est dans la vallée d'Orsia. Disons que c'est plutôt, jusqu'à là, c'est un paysage plutôt collinaire. Alors, ce sont des collines, effectivement. Des vignobles. Des vignobles, beaucoup de collines, et la Lazio, c'est beaucoup plus... ce sont des plaines. Donc après, on rentre dans des plaines, c'est moins beau, je dirais. Quand vos amis et les personnes autour de vous, ils ont appris que vous vouliez faire ce chemin, est-ce que les personnes ils vous ont demandé quelque chose de particulier, une prière, de faire quelque chose en arrivant? Alors ça c'est une réflexion que je me suis faite, on est dans une société où on est de moins en moins lié à la religion et au spirituel, et puis quand on dit qu'on va entamer une marche comme ça, souvent les gens plusieurs personnes m'ont demandé, tiens, si tu vas à Rome, est-ce que tu peux déposer ça dans un tronc de Saint-Antoine? Et si tu vas à Rome, est-ce que tu peux emporter ça et le faire bénir? Quand j'avais fait Saint-Jacques, il y a un endroit où ça s'appelle la Croce di Ferro. Depuis le Moyen-Âge, les gens déposent une pierre parce que ça représente symboliquement le poids qu'on a sur nos épaules. Les gens m'ont donné des pierres à déposer là-bas, donc c'est... C'était lourd à porter, ça, combien de pierres? Je parle pas de briques. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au fond de nous, je pense qu'on est toujours croyants, chrétiens, etc., mais on l'exprime peut-être pas assez. Et le fait de parcourir des chemins comme ça, c'est aussi redécouvrir notre histoire, les fondamentaux de notre société, et je pense que c'est important. Ils ont peur de démontrer qu'ils sont croyantes, c'est pas à la mode d'être croyante. On le cache. Qu'est-ce que vous avez? Non, vous n'êtes pas un expert, c'est pas à vous de dire, disons, les sensations que vous avez eues. Mais en tout cas en Europe, on a tous baigné dans un climat catholique, en tout cas pendant notre enfance, donc on sait ce que c'est. On s'en est éloigné, et je pense que revenir sur certaines valeurs, ça équilibrerait un peu notre société. On sent bien que les gens, en tout cas dans mon métier, je le vois toute la journée, les gens, pour pas mal, sont à la dérive, et revenir, se recentrer, je pense que ce serait nécessaire. Ça aide l'esprit et le corps. Passer au-delà de toutes ces souffrances, qu'elles soient physiques, mentales ou autres.
Cette fois-ci, ça a été différent. C'est vrai qu'il y a des fois où j'étais fatigué parce que bon, le climat n'a pas été vraiment clément, il a plu presque tous les jours. Non, renoncer, non. Et l'endroit plus difficile, là, c'est une église romanique aussi. Oui. Alors, ça a été une étape un peu difficile. Radikov a mis sur un gros promontoire rocheux. Il faut juste se remémorer qu'à l'époque, les villages étaient construits sur des promontoires pour ne pas être attaqués. Donc le pèlerin a toujours le plaisir de finir une étape par une côte souvent assez pentue. Et les paysages magnifiques. Donc là, on a tous les différents kilomètres. Voilà. Et vous étiez où? Là, c'était? Là, c'était juste au moment où j'allais rentrer à la Lazio. Donc la voix de Francigena qui partait de Canterbury, non? Voilà, exactement. Elle a été reprise par l'archevêque de Canterbury. Pourquoi ça? Ouais, il cherchait son palio. Le palio, c'était les décorations qu'il porte, et donc il est allé à pied. Il a mis 80 jours pour arriver de Canterbury à Rome. Voilà. Ça aussi, ça a été, le petit monsieur qu'on voit devant là, c'est la première personne avec qui j'ai parcouru un morceau de chemin. C'était 3 jours avant d'arriver. Il allait à Rome, au Vatican. Il allait à Rome aussi. Et je dois dire que ça a été plutôt providentiel de le rencontrer parce que je commençais à être fatigué et lui faisait une plus petite étape, en tout cas un plus petit tronçon. Et donc ça m'a redonné du courage et du rythme et puis on est reparti ensemble. Et voilà. Est-ce que vous avez rencontré les peu personnes que vous avez rencontrées, c'était italiens, c'était des étrangers? Alors, le premier à Coboletto, c'était un Italien. J'ai rencontré une dame avec qui j'ai parcouru 2 km, elle était française, retraitée, et ce monsieur était italien. Et pendant votre chemin, chaque jour, vous m'avez raconté, vous avez fait des podcasts, donc vous avez raconté votre, comme un journal de bord, ouais. Et vous avez parlé sur une radio web qui s'appelle Radio Francigena, donc qui s'occupe de tous les gens qui font des marches, des parcours, etc. Et donc vous avez raconté votre aventure, on peut la retrouver encore maintenant. Oui, tout à fait. Disons jour par jour, tranche par tranche, l'expérience, qu'est-ce que vous avez vu, qui vous avez rencontré. Voilà, les sentiments du jour. Et ça m'a permis aussi d'être suivi par pas mal de monde, dont un séminariste de Monaco, qui s'appelle Will Conquer, donc il m'a contacté. J'ai eu le plaisir de rencontrer à Rome quand je suis arrivé, et il m'a fait visiter 4 églises romaines autour du séminaire. C'était vraiment une très belle rencontre. Donc lui, il vous a découvert à travers la radio? Oui, tout à fait. Et il a contacté la radio pour avoir mon adresse mail. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact. Donc là, nous sommes où? Là, nous sommes au lac de Bolsena. C'est un très grand lac d'origine volcanique. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est le village au bord du lac. Et donc les pierres sont noires. Très belle architecture aussi. Tout date de la même époque, ça aussi c'est du 12e. Combien d'églises vous avez rencontrées? Est-ce que vous les avez comptées? Non. Des centaines. À Rome, on dit qu'il y a 900 églises déjà. Bon, je ne suis pas rentré dans toutes. Hein. Oui. Mais sur le chemin, en règle générale, celles qui m'inspiraient le plus, je rentrais. Ouais. Il y en a une qui est un peu... Non, parce que... Elles sont toutes un peu... Elles sont toutes de la même époque. Et donc ce sont toutes des églises du style roman pour la plupart. Et c'est celle qui m'inspire le plus. J'en ai pas une en particulier. Et ça? Donc là, c'est l'entrée dans cette ville qui est... il reste 100 km à parcourir. 100 km, on le parcourt en combien de temps? Donc en 3 jours? Voilà, on va dire qu'en marchant raisonnablement, en 3 jours, c'est parcouru. Ah, ça c'est un monument au Peliaca? Oui, exactement. On est toujours autour du lac de Bolsena. Ça, c'est un ancien bâtiment où les papes venaient en vacances à l'époque médiévale. C'est un tronçon de voie romaine, conservé exactement dans son jus. Il y en a pas mal. Il y a encore pas mal de tronçons qui sont en très bon état sur le chemin. Des rues costauds, pas comme les rues d'aujourd'hui. Ah oui, ça c'est certain. Et quand on marche là-dessus, on pense souvent que si les pierres pouvaient parler,
on en saurait des choses. Tous les pieds qu'ils ont marché sur, c'est très intense aussi, on y réfléchit. Là, j'arrive à Viterbo et Viterbo pour moi c'était la dernière étape. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Je ne sais pas s'il y a une image de quand vous rentrez à Rome aussi. Oui, alors ça c'est toujours aux alentours de Viterbo. Voilà, ça c'est la place Saint-Pierre. C'est le moment, donc c'est le jour où je suis arrivé. C'est très très émouvant. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. L'arrivée au but, que ce soit à Saint-Jacques ou à Rome, sur les moments, c'est un peu la consécration du voyage. Moi, j'étais jamais allé à Rome. Vous êtes arrivé finalement. Exactement. J'avais choisi de ne pas aller à Rome autrement qu'à pied, et c'est vrai que c'est vraiment un moment particulier. Ça vous a vraiment, spirituellement parlant, fait sentir quelque chose. Oui, Même si pour arriver au Vatican, on passe à travers Rome, une ville chaotique, trafic et tout. Oui. Mais j'y pensais ce matin en venant. Donc il y a eu tous ces jours où il a plu, il n'a pas fait beau, il y a eu des souffrances personnelles, que ce soit physiques ou même un peu morales. Mais la conclusion du chemin, c'est que c'était très positif et on ne retient finalement que le bon côté. Et quand vous êtes arrivé là-bas pour l'audience du pape, est-ce que là-bas vous avez retrouvé ce sentiment émouvant que vous avez eu à Saint-Jacques? Oui, parce que sur la place Saint-Pierre, là, il y a effectivement des gens qui viennent du monde entier pour venir à l'audience papale. Et là, on retrouve la ferveur qu'on retrouve sur le chemin de Saint-Jacques. Donc une intensité spirituelle. Voilà, il y a vraiment une communion. Et l'impression que vous a fait le pape, donc. Alors, l'impression que m'a fait le pape, c'est que en me rendant à Rome, j'ai lu un livre sur le pape. Et c'est de le voir de si près, parce que j'étais assis à une dizaine de rangs de lui, ça m'a conforté dans ce que l'auteur disait, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est proche des gens. Donc, après la bénédiction, il est descendu. Ce qu'on voit là, en fait, sur le parvis, ce sont les gens, on peut dire un peu les cabossés de la vie, c'est les handicapés, les pauvres, les malades. Et bon, je pense que quelqu'un de normal ferait juste signe et puis il partirait. Et là, lui, il y a consacré, je dirais, entre 3 quarts d'heure à 1 heure. C'est pour ça que c'est si long. C'est pour ça que c'est si long, mais... Il a parlé avec... Exactement. Il parle avec tout le monde, il prend les enfants dans les bras, il a une petite parole pour chacun, c'est vraiment quelqu'un qui va vers le peuple. Voilà, ça c'est le moment des photos quand il se rapproche. Voilà, exactement. Et toujours avec le sourire. Pour quelqu'un de 80 ans, on peut dire qu'il est assez dynamique. Vous avez rencontré, à part le jeune, le séminariste, vous avez rencontré quelqu'un aussi de la zone, là-bas ou non? Non, à Rome. Personne. Donc finalement, ça c'est magnifique. Le jardin du Vatican. Vous avez visité tout? Alors, j'ai visité les jardins du Vatican, la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine, le tour, on va dire, touristique. Et de tout ça, finalement, en fin de compte, la chose que plus vous a laissé un souvenir que vous n'allez pas oublier? Ah oui, alors ce style d'expérience, ça se grave au fond de vous. En fait. Même si vous y retournez dans 5 ans ou dans 10 ans, déjà le chemin, vu que vous le parcourez très lentement, ça nous imprègne. Et ce sont des expériences, c'est inoubliable. Aussi les kilomètres sont différents entre Saint-Jacques et celui de la Via Francigena, des préférences similaires. Alors, vous avez aimé lequel le plus? Dans un premier temps, quand j'ai commencé le chemin de Rome, j'étais un peu déçu par le trajet, enfin, au bord de mer. Mais maintenant que c'est terminé, je pense que j'ai pas de préférence. Ils sont tous les deux différents, mais ils apportent tous les deux à peu près la même chose. Donc la prochaine fois, ce sera le chemin pour aller à Saint-François, plus court. Vous avez déjà décidé la période je vais essayer de prendre une période où il ne pleut pas. Un peu plus chaud, au début de l'été peut-être. Voilà.
Il y a quelques questions? Quelqu'un a quelques curiosités? Bravo pour votre témoignage très intéressant. J'ai moi-même effectué quelques micro-pèlerinages de quelques jours, en petits groupes, sous la direction spirituelle d'un prêtre. Donc j'avais, type la mur de la Salette en France, hein. Donc j'avais 3 petites questions. La première, c'est que vous n'envisagez pas, vous, de pérégriner en petits groupes, vous préférez pérégriner tout seul? Alors, je l'ai fait, c'est-à-dire que pour être clair, la première fois j'ai fait Saint-Jacques tout seul, et l'année d'après je l'ai refait avec 2 personnes qui voulaient découvrir ce qu'était le chemin. Il y a quand même une grosse différence, c'est que, on va dire, quand vous êtes à plusieurs, il y a une forme de distraction par les autres, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un partage, il y a une communion avec les autres qui se fait, mais vous êtes moins dans l'introspection quand vous êtes à plusieurs. Voilà. Donc effectivement, je ne dis pas que je ne le referai pas à plusieurs, mais de le faire tout seul, ça a une autre dimension, en tout cas pour moi. Seconde question, vous n'avez pas vraiment évoqué les différentes formes d'hébergement que vous avez choisies. Alors, ce que j'ai choisi comme hébergement, vu que j'avais été opéré l'année dernière, et que je voulais avoir au moins un lit confortable et une douche, j'ai choisi plutôt d'être hébergé dans les bed and breakfast, donc dans des petites habitations tenues par des Italiens. Ça m'est arrivé d'aller dîner dans des couvents, mais j'ai dormi plutôt dans des hôtels privés, je dirais. Il n'a plus l'âge pour dormir par terre. Moi, j'ai 62 ans. Hein. À force d'être plus jeune, on se retrouve toujours le plus vieux. Mais ça pourrait se faire, mais je voulais être certain de mener à bien l'action, je dirais, et donc j'ai pris cette précaution. Et dernière question, quand on traverse des villages ou des villes hyper touristiques comme San Gimignano, il n'y a pas un décalage quand on se dit bon, c'est dur de continuer, ou on n'a pas envie de faire une boucle pour éviter? Alors, San Gimignano, à cette époque-ci, il y a du monde, mais pas trop. Donc c'est vrai que je n'ai pas été trop embêté par les touristes. Il ne faut pas oublier aussi que les touristes, ils restent au cœur d'une ville. Dès que vous êtes parti, vous avez fait 3 km, il n'y a plus personne. Donc ça n'a pas été trop embêtant. Pendant les chemins de Compostela, il y a la coquille de Saint-Jacques qui fait reconnaître les gens sur le chemin. Oui. Par contre, je ne sais pas s'il y a un signe particulier pour reconnaître Alors, il y a les clés. Donc sur le sac, j'avais mis les clés de Rome. C'est un blason avec les deux clés qui se croisent. Oui, ça ressemble un peu à celui-là, mais évidemment ça c'est gravé dans la basilique Saint-Pierre. Ça ressemble, oui, voilà, ça ressemble à ça. D'accord. Et c'est là. Et la deuxième question, il y a un sort de tampon de chaque temps. Alors voilà, en fait, quand on arrive à... Pour certifier le passage. Ouais, exactement. De vous dire, donc en fait, que vous fassiez Saint-Jacques ou Rome, un passeport. On a ce qu'on appelle une crédentiale, c'est ceci. Et à chaque fois que vous vous arrêtez, vous la faites tamponner dans les auberges ou dans les églises ou voilà. Je peux le faire passer un je vous en peu prie. Mais normalement, historiquement, quand on se rend à Saint-Jacques, on porte la coquille que quand on est arrivé. Puisque au Moyen-Âge, les gens allaient jusqu'à Saint-Jacques, ils allaient jusqu'à Murcia, ils plongeaient pour aller chercher une coquille qu'ils ramenaient. Aujourd'hui, les gens la mettent sur le sac avant, c'est pas tout à fait juste. Voilà, exactement. Quelques autres questions? La chose dangereuse et amusante. Quelle chose dangereuse? Les brebis. Ah oui, oui. Alors là, j'ai eu une petite expérience en pleine Toscane. Je traversais un endroit au milieu de nulle part. Il y avait donc 2 maisons. Je dis bonjour à une dame qui était devant, et puis je fais encore peut-être une trentaine de mètres, et je vois au loin un immense troupeau de moutons. Donc je fais demi-tour, je vais la voir, je dis mais il passe par où le troupeau? Elle me dit ah, le troupeau, il passe par ici. Et elle me dit les chiens du berger sont féroces. Elle me dit venez, venez. Elle m'a fait rentrer chez elle, elle a fermé le portail à clé. On a laissé passer le troupeau, il y avait effectivement 9 chiens avec un seul berger. Et quand le troupeau est passé, à partir de ce moment-là, j'ai pu repartir. Donc, du point de vue timing, sur ce coup-là, j'étais plutôt bon.
parce que tout seul au milieu de 9 chiens, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Ouais. Oui, moi j'ai une question. Donc, ça c'est un danger de tous les jours, mais si par exemple une jeune femme comme moi qui voudrait faire un pèlerinage toute seule, est-ce que c'est recommandé? Est-ce que vous êtes senti menacée ou est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est possible pour une femme toute seule de faire un pèlerinage? Oui, alors, et si oui, lequel recommandez-vous pour commencer? alors dans un premier temps, je recommanderais plutôt de faire Saint-Jacques, du fait qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc on se sent moins seul. Quand on part à Saint-Jacques le matin, il y a plusieurs centaines de personnes partent en même temps. Donc je dirais que c'est plus sécurisant. En termes de risque, du point de vue humain, je n'ai ressenti aucune insécurité ni sur l'un ni sur l'autre, mis à part un chien ou l'autre qui pouvait s'approcher, mais du point de vue humain, ça s'est très très bien passé. Mais dans un premier temps, et du point de vue de l'isolement personnel et du point de vue de la quantité de pèlerins, c'est mieux Saint-Jacques. Il y a encore des autres questions? Je crois que nous avons vraiment tout raconté de cette belle aventure, si on peut la définir un peu une aventure aussi, pas seulement pèlerinage, aventure, marche. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose? D'abord, je voudrais dire que je suis très surpris d'être ici ce matin, parce que la démarche, c'était pas du tout d'être connu, c'était une démarche très personnelle. Cinzia et Alberto m'ont fait part que ça pouvait intéresser certaines personnes, et si j'ai accepté d'être là, c'est aussi pour donner l'envie à d'autres de parcourir ces chemins et de reconquérir en fait nos chemins du point de vue chrétien, c'est-à-dire de reprendre aussi notre place dans notre société, et je pense que c'est très important actuellement. Merci beaucoup Fabrice, alors bon voyage pour la prochaine. Merci.